Bonjour à tous, bienvenue au lancement du livre Mission Blablacar. Alors, on vous accueille ici au Blabla Café, c'est-à-dire chez Blablacar, à l'endroit où on fait nos pauses entre collègues. Et donc, on a le plaisir d'avoir avec nous non seulement Laure Claire Rayet et Benoît Rayet, qui sont mes co-auteurs sur le livre Mission Blablacar. Ce sont des experts des plateformes digitales et des plateformes mondiales. Et on a l'immense honneur d'être interviewé par Agathe Vauthier, la CEO du Gallion Project, qui est un think tank d'entrepreneurs, qui est un petit peu une sorte de club des startups d'aujourd'hui et du futur, le club des licornes. Et donc on va pouvoir accueillir tout le monde et commencer directement à entrer dans le vif du sujet, tout ce qui fait la passion derrière l'entrepreneuriat et derrière la construction d'une société comme Blablacar. Bienvenue à tous, bienvenue tout le monde. Bonjour Fred. Bonjour Agathe. Bonjour Claire. Bonjour Bonjour Benoît. Benoît. Alors c'est Agathe C'est moi, ça y est, va c'est nous interroger. exactement. Moi, je suis assez émue de revenir ici parce que j'ai au début du Gallion, le Gallion a eu un début et j'ai eu la chance de travailler un petit peu ici, donc je connais bien le Blabla Café. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai eu la chance de lire le livre en avant-première. Pour moi, c'est un vrai cadeau que vous nous faites pour tout l'écosystème entrepreneurial. C'est un MBA à 19 euros, sans trop exagérer. On raconte certes l'histoire de Blablacar, mais c'est aussi un énorme outil qui reprend étape par étape comment on crée une entreprise. Et donc Frédéric, tu as travaillé avec Laure Claire et Benoît, qui sont des experts en plateforme digitale et qui ont aussi fondé Launchworks, qui aide justement les organisations sur toutes ces problématiques. Et toi, Frédéric, bon, je ne sais pas s'il faut encore te présenter, donc le fondateur de Blablacar, qui est aujourd'hui mondialement connu, puisque vous êtes le leader en covoiturage. Il y a plus de 100 millions d'utilisateurs aujourd'hui et dont 20 millions de Français, ce qui fait de Blablacar une des marques les plus connues finalement en France. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand mes copains viennent en week-end, ils disent plus je fais du stop ou du covoiturage, mais je prends un blabla. Donc c'est une épopée incroyable. Et tu es aussi très impliqué dans l'écosystème entrepreneurial. Tu passes beaucoup de temps à transmettre, donc au Galion certes, aussi en tant que coprésident de France Digital. Et donc ce livre est une étape de plus et un outil que vous nous offrez tous les trois. Alors pourquoi maintenant pourquoi ce livre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les coulisses? Déjà, je suis très honoré et ému parce que je me souviens que la dernière fois que je t'ai vu interviewer des gens, c'était Tony Parker. Donc là, on change de sujet. Maintenant, tu parles de MBA. La dernière fois, tu parlais de NBA. C'était pas pareil. Et bon, donc, alors, par rapport au livre, faut voir que ça prend un certain temps en fait d'écrire un livre. En fait, c'est la première fois que je le fais vraiment et qu'on le fait ensemble. Et donc, je pensais pas que ça prendrait tant de temps, mais en fait, ça nous a quand même pris 2 ans. Une bonne partie de réflexion et puis une bonne partie d'écriture, évidemment. Formater le livre de manière à ce qu'il soit à la fois agréable et facile à lire, mais en même temps avec plein d'enseignements, parce que le but c'était pas de raconter une histoire, c'était de raconter des méthodes et les éléments et les astuces qui font qu'on arrive à petit à petit construire quelque chose qui marche. D'ailleurs, enfin on le dit dans le livre, mais il n'y a pas d'ascenseur pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs prennent toujours l'escalier. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu montrer. Mais en même temps, voilà, quand on sait décrire les marches une par une, eh bien on voit qu'il y a une progression, on voit que c'est pas magique et que juste faut être prêt à l'effort qu'il faut pour construire tout ça. Donc voilà, ce livre c'est évidemment donc un moyen de transmission, c'est un outil, j'espère, pour tous les entrepreneurs de la prochaine génération. On a énormément de challenges évidemment aujourd'hui dans notre société. J'ai pas envie de tous les citer parce que parfois il y en a certains qui sont un petit peu déprimants, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes, enfin, du changement climatique aux problématiques évidemment du numérique et de la démocratie, en passant par différentes autres problématiques. Donc on a beaucoup de challenges en tant que société et je me dis que ce livre-là permettra à la prochaine génération d'entrepreneurs de ne pas faire toutes les erreurs que nous on a pu faire, moi et mes cofondateurs et toute l'équipe. On a essayé plein de choses, il y a plein de choses qui n'ont pas marché, on en parle. Il y a plein de choses qui ont marché, on en parle aussi. Et puis voilà, on essaie de décrire un petit peu les coulisses. Alors justement, sur toutes ces techniques, comment vous avez pu apporter, vous, votre éclairage? Comment vous avez construit cette écriture à 6 mains? Alors, c'est un peu un ouvrage qui a été construit en 3 dimensions. Il y a le récit d'abord, bien évidemment. Donc, c'est le récit de Fred. C'est intimement lié à l'histoire de Blablacar. Et ça, c'est assez facile d'accès. Mais il y a aussi des histoires parallèles et des fiches. Voilà, et donc en fin de chaque chapitre,
On a des histoires parallèles qui apportent un éclairage supplémentaire au récit de Fred. Et donc, en fait, là, on parle de sociétés qui ont eu des défis similaires à ce qu'a eu Fred et Blablacar. Et donc, on donne des exemples de sociétés françaises comme Yuka, comme La Maïf, comme Vestiaire Collectif. Mais on donne aussi des exemples internationaux comme Netflix, comme Apple et comme TikTok et bien d'autres. Puis il y a les fameuses fiches méthodes qui sont incroyables. Les fiches méthodes. On sent bien la touche de Frédéric qui aime toujours trouver le bon moyen mnémotechnique à chaque fois. J'adore les acronymes. Ah ça oui. Voilà, c'est un festival d'acronymes un petit peu les fiches méthodes. On aime bien la synthèse aussi, donc on s'est très bien entendu. Si vous êtes amateur d'acronymes, alors là, c'est parfait. C'est un peu la partie aussi MBA, une partie à la fin du livre où on distille un peu les techniques, les méthodes. Donc c'est pour tous les porteurs de projets, tous les entrepreneurs, et ça reprend un peu les concepts sans casser le récit. Donc c'est en fin d'ouvrage, effectivement, il y en a pas mal, les fiches méthodes. Donc on en a beaucoup. Une vingtaine maintenant, c'est ça. Ouais. C'est des sortes de checklists sur tous les sujets importants pour les entrepreneurs. Donc ça va être une checklist sur comment faire une belle marque, une checklist sur comment faire un bon produit, comment faire une internationalisation. Et c'est ça, c'est vraiment à chaque étape, comme tu dis, à chaque marche. Voilà, tu as donné un peu tes ingrédients, tes recettes pour y arriver. Comment faire un modèle économique aussi, où on parle justement... Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, la French Tech is booming, comme diraient les Américains. On voit beaucoup de levées de fonds, ça fait un peu tourner les têtes. Et donc, moi qui connais bien tous ces entrepreneurs, et j'ai la chance de bien te connaître aussi, je sais qu'il y a un début à toute histoire, qu'il faut beaucoup de patience et que la route est longue. Et dans le livre, tu expliques bien tout ça. Il y a même les premiers emails envoyés aux investisseurs. Alors, courez découvrir ça parce que vous allez avoir envie de copier-coller pour inviter tous vos amis. Est-ce que tu peux nous raconter le début, comment tu démarres, comment tu t'entoures ? Mais le début, je pense que c'est comme tout projet. En fait, on s'en rend plus compte quand on voit les produits et les services qui existent, mais il y a un jour où ils n'existaient pas. Et donc, entre le moment où ça n'existe pas et le moment où ça existe, il y a un début. Et puis le début, il est jamais grand en général. Il est tout petit. Donc voilà. Moi, j'ai commencé avec l'idée, puis ensuite à coder dans mon salon avec mon chat. Voilà. Et puis après, petit à petit, à chaque fois que je croisais des gens, j'essayais déjà de leur parler de l'idée pour avoir leur retour, leur ressenti. Puis ensuite, si possible, de les convaincre. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un d'intelligent, j'avais envie qu'il travaille avec moi. Voilà, même si on n'avait pas de ressources. Alors, petit à petit, on a commencé à rassembler un groupe de passionnés comme ça autour du développement de ce service-là. On n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'en plus à l'époque, alors justement, tu en parles, mais là maintenant, on peut lever beaucoup d'argent très rapidement. Bon, il y a 10-15 ans, c'était pas le cas en fait. L'écosystème n'était pas du tout la première entreprise à avoir levé 100 millions, qui est aujourd'hui maintenant une des phases. Maintenant, on en voit beaucoup, mais toi, c'était vraiment... oui, on voit déjà, ne serait-ce que juste l'année dernière, on a eu 12 nouvelles licornes, alors qu'il y a 5-6 ans, on en comptait à peine 2-3. Quoi. Donc, il y a eu une accélération incroyable. C'est super parce que c'est une maturité de l'écosystème qui est démultipliée aujourd'hui. On le voit. Nous, on l'a vu venir parce qu'on est dans l'écosystème. Donc, on a vu toutes ces startups qui étaient en train d'être construites pour devenir des très grandes sociétés. Mais c'est vrai que maintenant, ça devient complètement visible et sur le devant de la scène parce que c'est des sociétés qui aujourd'hui lèvent 500 millions comme il y a quelques jours pour des sociétés comme Conto, Back Market, Anchor Store. Enfin bon, c'est incroyable. Donc tout ça, c'est aussi un excellent signe pour tout l'écosystème parce que derrière ces investissements-là, il y a évidemment de l'emploi, beaucoup d'emplois. Le numérique, c'est beaucoup d'emplois à venir, ces emplois du futur. Et donc tout cet argent-là va être transformé directement en activité pour nous tous. Donc c'est excellent quand on a toutes ces boîtes Made in France qui lèvent des sous parce que justement ça développe tout l'écosystème. Mais c'est vrai qu'au tout début, voilà, c'est tout petit. Francis, comment il te rejoint, un des cofondateurs et le tech avec qui tu vas travailler les premières recettes. Francis, c'est une histoire d'amour assez rapide, c'est-à-dire que... C'est toujours à propos d'amour. C'est-à-dire qu'on faisait chez mon voisin qui lui travaillait chez Mythic, on faisait des soirées brainstorming un petit peu sur différentes idées. Alors moi, je venais juste de lancer justement le covoiturage. À l'époque, c'était covoiturage.fr. Et puis, j'ai rencontré Francis lors d'une de ces soirées-là, parce que Francis travaillait à l'époque chez Mythic. Et puis, on a parlé d'entrepreneuriat. Et puis, assez vite, Francis m'a dit, dis donc, ton service de covoiturage, là, si tu veux le mettre sur mobile, tu m'appelles. Donc j'ai appelé, numéro favori. Voilà, mais c'est surtout que j'avais vu, c'est incroyable, j'avais vu Francis développer en un week-end un produit justement dont on avait parlé la semaine d'avant.
et qui était déjà fonctionnel la semaine d'après. Donc il y a la rencontre, à détecter le talent et puis, puis le après, fit, il y a la magie qui opère un le peu. fit personnel, voilà. D'avoir envie de travailler Et au avec début, quelqu'un. j'avais encore d'autres amis avec qui j'avais commencé à travailler, que ce soit Damien ou Nicolas Deroche, ou même ma sœur. Enfin, j'avais commencé, ou Patrick. Enfin, dès que je rencontrais des gens, on faisait des petites soirées, pizza. Très important, les Comme pizzas. quoi, les D'ailleurs, soirées, les soirées. Ah, les pizzas sont importantes. Il y a une petite. dans la tech, oui, tu sais, il y a la Two Pizza Rule là, qui fait Je que la connais pas celle-là. tu ne dois pas faire une réunion où l'ensemble des convives ne peuvent pas être nourris par 2 pizzas. Les clichés, on la vie dure dans la tech, non? C'est comme ça à Amazon. C'est comme ça chez Amazon Ouais. aussi. Ah bah donc voilà, est-ce que sur les cofondateurs, est-ce qu'on observe un peu la même chose, d'avoir Bah oui, je pense une que équipe qui se constitue au fur et à mesure? Oui, je pense que c'est super important de bien choisir ses cofondateurs et de bien choisir son premier cercle, parce que c'est vraiment le fondement de la création des valeurs de la société. Donc, si on a une bonne base, en fait, ensuite, on peut se développer. Et évidemment, on a vu ça chez Blablacar, mais on voit ça aussi dans plein de sociétés qui réussissent. On parle justement dans le livre de meilleurs agents. Et donc, les cofondateurs, eux, ils souhaitaient créer une culture basée sur l'entraide et la coopération. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils avaient à cœur et qu'ils ont développé. Ce moment de création est vraiment important, c'est un moment un peu unique, un peu magique. On commence d'une page blanche et puis un jour, ou même en un week-end parfois, après une discussion intéressante autour d'une pizza, il y a un prototype qui naît. C'est de 0 à 1, comme dit Peter Thiel, ou comme Fred le dit, du bizarre à l'évident, parce que le covoiturage est passé justement grâce à cette aventure de quelque chose qui n'était pas évident, et à quelque chose qui maintenant est utilisé par 20 millions de Français, 100 millions de gens dans le monde, etc. Après, il faut garder les yeux ouverts, parce qu'en fait, on peut rencontrer des cofondateurs ou des futurs collaborateurs à peu près partout. Ouais. C'est-à-dire que ensuite, j'ai rencontré Nicolas Brusson à l'INSEAD pendant mes études. Forcément parler de Nicolas, bien sûr. Voilà, et donc là c'est pareil. Alors Nicolas est tout de suite tombé amoureux du projet et on s'est tout de suite entendu parce qu'en fait il a vu lui tout l'aspect scalability, c'est-à-dire tout le fait que ça pouvait devenir en fait très très grand et très international si c'était bien exécuté évidemment. Et donc on était très complémentaires. Moi je suis très très produit. Moi j'adore un produit qui fonctionne bien, tu vois, qui est facile à utiliser, dans lequel tout le monde rentre facilement. Nicolas, il est fasciné par tout ce qui peut justement prendre beaucoup d'ampleur internationale, et puis une grande communauté. Donc en fait, on était très complémentaires sur cet aspect-là. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble à faire grandir tout le concept. Détecter des gens qui incroyable. sont complémentaires de toi et qui vont pouvoir t'emmener encore à la prochaine marche. Ouais. Et la prochaine étape. Et juste, est-ce que tu peux nous parler quand même de cet email qui allait vraiment lire ça dans le livre? Moi, j'aime bien quand on arrive à avoir des petits bijoux comme ça et trouver des astuces assez concrètes parce que dans les startups, en fait, la première étape, c'est de convaincre les gens autour de soi et ses amis. Et donc, Blablacar est une réussite, mais à côté de réussite, il y a aussi pas mal d'échecs et c'est assez risqué finalement d'aller dans les projets de ses amis. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 petits mots que tu as glissés dans cet email que les gens iront chercher? Oui, c'est-à-dire que j'étais gêné parce qu'à la fois, je venais de commencer donc le projet, on commençait à avoir des gens qui covoituraient. Et puis, j'avais donc mes amis qui le voyaient, qui se disaient d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait Fred? Parce que eux tous, ils étaient partis chercher un vrai boulot. Enfin, on peut en parler, mais à l'époque, entrepreneur, c'était pas un vrai boulot. Non. Et donc, aujourd'hui, ça l'est un peu plus. On comprend un peu plus ce que c'est. Mais donc, du coup, j'étais allé. Donc, j'avais des amis qui étaient intéressés, qui m'avaient dit, écoute, si tu lèves un peu de sous, nous, on est prêt à te suivre. J'étais très embêté parce que c'est des amis, puis tu sais, les relations avec des amis, tu vois, d'argent avec les amis, c'est quand même très compliqué. Donc, je leur avais fait un mail, une sorte de disclaimer, si tu veux, une sorte d'email. Venez, mais soyez prêts à perdre, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, dedans, je leur dis, voilà, si vous avez quelque chose à acheter, achetez-le. Parce que l'argent que vous mettez dans Blablacar, je ne peux absolument pas vous garantir que vous le reverrez. Donc si vous avez je ne sais quoi, un vélo, une voiture ou une poussette, d'ailleurs je crois que je dis même une poussette de luxe, parce que franchement c'était plusieurs milliers d'euros, donc ça fait un peu cher la poussette. Mais je leur dis, si vous avez des choses vraiment concrètes et utiles à acheter dans votre quotidien, faites-le, mais ne mettez pas de l'argent chez Blablacar, parce que je ne peux pas vous garantir que vous le reverrez. Et puis tu avais envie de garder tes amis, de continuer à manger des voilà. pizzas avec eux, si jamais, Et je leur disais en plus, mission, voilà, si ça plante, pas, si
ça marche pas, j'aurais tout sauf besoin d'avoir en plus perdu mes amis qui me disent dis donc tu me dois 5 000 euros. Enfin voilà, donc j'avais mis un mot pour leur dire n'investissez pas si vous avez autre chose de mieux à faire avec votre argent. Et puis malgré ça ils ont investi, puis malgré ça ils sont très contents. Et maintenant ils ont leur poussette de luxe, c'est bon. Et puis alors pour poursuivre dans l'histoire, une fois qu'il y a Francis, Nicolas et puis tous les collaborateurs du début, il y a le sujet du business model qui est un sujet parfois qu'on comprend pas trop au début parce qu'on est passionné par son projet et qu'il faut parfois adapter et qui peut être vécu comme un échec. Alors disclaimer, Blablacar a changé 6 fois de business model, donc tous les entrepreneurs qui sont là, c'est normal. Comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer? Je sais qu'il y a eu du direct sur le consommateur, ce qu'on appelle du B2C, et après du B2B pour le business. C'est l'inverse en fait. Voilà, bon, alors 6 fois, désolé, je me suis perdue dans les pages, mais est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que ça a été un échec? Comment tu as géré tout ça? Alors, bon, par rapport à l'échec, en fait, on en parle d'ailleurs pas mal dans le livre, mais l'échec en tant qu'entrepreneur, il faut le voir juste comme un essai qui n'a pas réussi. Donc voilà, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on va faire autre chose autrement. Donc voilà, c'est un peu une étape. Mais c'est vrai que initialement, le modèle économique le plus simple, le plus accessible, qui semblait le plus immédiat, c'était de pouvoir vendre des solutions de covoiturage aux entreprises. Et donc on a fait, donc ça s'appelle du B2B pour le coup, donc c'est business to business. Donc on vend une plateforme de covoiturage à une entreprise qui veut que ses employés covoiturent. Sauf que à l'époque, on était encore en plus sur le web et pas vraiment sur les mobiles. Il faut se rappeler que quand Blablacar a démarré, donc 15 ans, il y a 15 ans, les smartphones, ils n'étaient pas très smart. Hein. C'était des les 3310, si on peut pas parler. Voilà, c'était des gros téléphones avec des grosses touches. Hein. Donc on était nous principalement sur le web. Et pas sur mobile. Et donc, ça fonctionnait pas très bien. Enfin bon, bref. Et puis surtout, on avait un rythme de vente de plateformes de covoiturage aux entreprises qui était linéaire, on va dire, enfin en tout cas lent, et puis une progression d'usage sur Blablacar qui était en forme d'exponentielle, c'est-à-dire que voilà, il y a de plus en plus de monde qui se connectait. Donc on avait des coûts qui étaient relatifs à cette croissance exponentielle. Donc ça, les coûts, ils étaient exponentiels. Par contre, nos revenus étaient linéaires. Donc pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, ça tient pas longtemps en fait. Il y a un moment où les deux se croisent et c'est terminé. Enfin, on va juste creuser un trou de plus en plus grand chaque jour dans la trésorerie et pas de poussette de luxe pour les copains. Et pas non, voilà, rien du tout. Donc du coup, il fallait changer de business model. Alors, on en a essayé plein, on en a essayé 6, hein, donc au final, pour finalement trouver le modèle économique qu'on a aujourd'hui, qui est parfaitement indexé sur la croissance de la société, c'est-à-dire que plus il y a de monde qui utilise le service, plus il y a de revenus, et puis plus il y a de coûts aussi, donc ça on l'a bien vu, que plus il y a de gens qui utilisent le service, plus il y a de coûts, mais là du coup on équilibre avec des revenus qui viennent en face des coûts. C'est la base, hein, on va dire, mais c'est vrai que c'est extrêmement important, toute cette recherche de modèle économique, il ne faut pas s'essouffler sur la route, il ne faut pas s'arrêter, c'est normal d'essayer, de réessayer, de changer, et donc c'est ce qu'on a fait. On décrit les 6 modèles économiques qu'on a essayé chez Blablacar. Le mieux, c'est de garder le dernier, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que vous observez, vous, sur ces fameuses plateformes digitales? Est-ce qu'ils testent aussi, ou pas comme Fred, ils trouvent tout de suite la secret sauce qui fait que ça marche? Non, c'est très rare. Il faut beaucoup itérer. Et évidemment, le modèle économique, c'est une question clé pour tous les entrepreneurs. Mais même bien au-delà des nouvelles sociétés, toutes les sociétés existantes se posent des questions sur leur modèle économique. Est-ce qu'un pivot est nécessaire? Quel type de transformation il faut faire? Est-ce qu'il faut ajouter des plateformes à nos activités existantes, etc. Donc le livre va résonner non seulement avec les entrepreneurs, mais aussi avec beaucoup de porteurs de projets dans des organisations établies. Et vous avez des exemples de marques comme ça qui se sont cherchées? Oui, il y a beaucoup d'exemples de sociétés établies donc, qui rajoutent des services complémentaires. On peut penser à Ikea donc pour monter ses meubles ou pour recycler ou reconditionner les meubles aussi. Ikea fait ça. On peut penser aux livres d'occasion avec Cultura ou à tous les services de proximité qu'offre Leroy Merlin par exemple. D'accord, très clair. Et donc, une fois le business model trouvé, donc j'essaye de donner moi les plus gros highlights pour moi du livre. Il y a le sujet de la marque, qui est un sujet qui est très cher à Frédéric, sur lequel on a aussi beaucoup travaillé au sein du Galion. Donc les Américains sont forts là-dessus, mais Blablacar n'a rien à envier, puisque vous aussi, vous avez inventé un standard et vous avez beaucoup travaillé sur la confiance dès le départ.
et vous saviez même pas que vous étiez en train finalement d'inventer une norme, une règle. C'était avant tout pour le produit. Donc est-ce que tu peux me raconter, Frédéric, comment tu construis cette culture, cette marque, cet esprit de confiance au sein de Blablacar qui fait d'elle une des marques les plus connues en France? Et je pense qu'il y a déjà une culture qui a toujours été parmi nous, les cofondateurs, et puis parmi du coup, tous les collaborateurs initiaux, c'est justement cette notion de pragmatisme, d'essayer, de se tromper, de réessayer, d'apprendre et finalement d'essayer et puis de réussir. Donc en fait, on itère jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Sur la marque, c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'elle a évolué. Non seulement elle a évolué au niveau du nom, mais elle a évolué aussi au niveau de son look. Pour les valeurs, on a eu un moment, les valeurs de Blablacar, on a eu un moment où on s'est senti obligé de les formuler aussi. Donc on s'est réunis tous ensemble, on était 50 à l'époque, on s'est dit bon, c'est très implicite tout ça, on s'entend très bien et on travaille bien ensemble et on a bien les mêmes valeurs. Mais en fait, quand on était une cinquantaine et qu'on a commencé à avoir des employés qui étaient en Italie, en Pologne, en Allemagne, enfin partout, on s'est rendu compte qu'avec des bureaux un petit peu partout, c'était difficile d'avoir une culture complètement uniformisée. Et donc du coup, on a formulé à ce moment-là nos principes, nos valeurs. On s'est rendu compte en faisant une extraction complète de ces valeurs-là, qu'il y avait très souvent le mot learn, enfin le mot apprentissage qui ressortait, puisque on a sorti une dizaine de principes, et 2 de ces principes-là avaient le mot learn dedans. Il y avait fail, learn, succeed, qui veut dire donc échouer, apprendre et réussir, avec apprendre comme pont entre l'échec et la réussite, évidemment. Donc c'est une manière d'apprendre tout seul, en itérant et puis en se trompant. Et la deuxième manière, c'était share more, learn more, donc plus on partage, plus on apprend, et qui est l'autre manière d'apprendre, par les interactions avec ses collaborateurs, avec tout le monde. On apprend des gens avec qui on discute. Donc du coup, ces 2 manières-là d'apprendre font partie intégrante de la culture de Blablacar, nous ont permis de construire beaucoup de choses, et y compris le modèle de confiance, en voyant bien que la plupart des gens qui covoituraient disaient bon, tout est parfait, par contre j'aimerais bien en savoir plus sur la personne avec qui je vais covoiturer, parce que je vais quand même passer 2, 3, 4 heures avec elle. Et donc du coup, petit à petit, on a rajouté plein d'éléments de confiance, et on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de faire, et on l'a abordé de manière assez théorique, c'était une construction d'un modèle de confiance qui permet de faire grandir une communauté de quelques centaines ou quelques milliers de personnes à quelques millions ou quelques dizaines de millions de personnes, aujourd'hui 100 millions de personnes, comme tu le disais, dans le monde, puisque en fait, on a un modèle dans lequel, quand vous allez covoiturer, vous savez beaucoup de choses sur la personne à qui vous allez covoiturer, notamment, même, on a fait des études, alors là, après, c'est là qu'on a créé le modèle Dreams, hein, dont on parle pas mal dans le livre, y compris en faisant une étude très poussée sur 18 000 répondants dans 12 pays, avec l'université de New York, Stern, pour appuyer les résultats de nos études. On s'est rendu compte que la confiance créée entre des gens qui faisaient du covoiturage, grâce à leur profil, était supérieure même à la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis d'un voisin ou vis-à-vis d'un collègue, et presque aussi grande que la confiance qu'on a envers ses amis ou les membres de sa famille. C'est la base fondamentale de tout, quoi. Voilà, parce qu'on a des profils complets, on sait avec qui on va covoiturer. Donc voilà, c'est vrai que la confiance a été un pilier de construction de cette communauté-là, qui aujourd'hui perdure et qui aujourd'hui est complètement, se retrouve dans beaucoup de modèles communautaires, beaucoup de sociétés, beaucoup de plateformes ont développé ça de différentes manières avec différents indicateurs. C'est pas toujours les mêmes. Et ce qui est intéressant, j'aimerais bien avoir votre avis sur les marques, mais ce qui est intéressant aussi dans le système de valeurs de Blablacar, c'était des valeurs actions. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'en fait, on avait des valeurs dans les grandes entreprises qui étaient assez statutaires. Et là, c'est fail, learn, succeed. Donc, c'est comme si tu disais aussi aux collaborateurs, allez-y, vous pouvez être en situation d'échec. Donc, en fait, c'est un peu des valeurs actions, quoi, qui permettent de passer en mouvement. Et je trouve que c'est aussi intéressant dans ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'en fait, un peu partout, tu pouvais avoir des étiquettes qui te guident au quotidien dans ton job, quoi. Oui, parce qu'en fait, tous nos principes sont implémentés, j'ai envie de dire, enfin en tout cas ont une réalité concrète dans la société. C'est incarné, quoi. Voilà. Ouais. Et dans le produit et en interne. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous? Enfin, on voit de plus en plus de marques, bien sûr, plateformes, en fait, ça devient des vraies marques. Complètement. De toute façon, 9 des plus grandes marques du monde maintenant sont des plateformes.
Je crois que McDonald's est la seule marque dans le. C'est quoi les 3 plus... Le 10e, c'est les classiques, hein, c'est Apple. 9 des 10 premières. Google, 9 des 10 premières. Ouais. Et en quelques années, en plus, c'est des marques qui sont assez nouvelles. Et c'est des marques, c'est très important, ce que dit Fred, c'est des marques qui doivent véhiculer la confiance. Hein. Il faut que les gens aient confiance dans le concept, hein, le covoiturage dans le cadre de Blablacar, la société qui porte le concept, Blablacar lui-même, et ultimement la personne avec qui on va faire une transaction, on va passer du temps dans une voiture lors d'un covoiturage. Donc, c'est des marques qui doivent penser beaucoup, incarner ces valeurs et penser beaucoup à la création de confiance. Tout à fait. Et d'ailleurs, donc, on l'a bien vu avec Blablacar. Blablacar a développé un cadre de confiance assez sophistiqué, justement, pour créer, entretenir cette confiance entre les membres. Et on voit en fait que de nombreuses plateformes font des choses assez similaires. Donc, il y a des plateformes pionnières comme eBay qui a développé le système de notation avec les étoiles. Et on voit comment en fait chaque plateforme en fait adapte ces outils justement pour coller un petit peu aux besoins des utilisateurs. Donc par exemple chez Malte, c'est le nombre de missions qui sont accomplies par les consultants et les avis. Chez Airbnb, c'est les avis croisés. On veut savoir exactement ce que pensent les gens avant qu'ils voient les avis des autres. Donc il y a plein de techniques comme ça pour améliorer et solidifier la confiance. Et donc tout ça, on peut le retrouver dans le livre, cet outil Mission Blablacar. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les garde dans notre Blabla Café, on est bien. Mais on est avec vous. Et donc posez-nous vos questions. On va y répondre en live. 2 petits sujets encore. L'international, puisqu'en fait c'est aussi c'est la grande réussite de Blablacar, c'est d'avoir réussi à conquérir beaucoup de pays. Quel conseil tu peux donner peut-être rapidement, Frédéric, si on souhaite se développer à l'international ? Oui, alors on en parle beaucoup effectivement dans le livre parce que il y a 3 phases. Il faut se préparer, il faut faire une expansion, puis ensuite il y a l'atterrissage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que juste se lancer à l'international, ça s'improvise du jour au lendemain. Il faut que la société, la structure soit préparée avec sa marque, avec son produit, avec sa culture. Il faut déjà dans son quotidien, il y ait la notion que on est juste au début de quelque chose qui va passer les frontières françaises. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que aussi du fait d'un témoignage comme celui-ci d'une société qui est partie de France et qui est allée à l'international, évidemment c'est complètement différent des modèles des sociétés américaines et y compris des livres américains. J'ai discuté avec des journalistes donc justement pour le lancement du livre hier et avant-hier. Et il me disait, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un livre d'un genre nouveau, parce que d'habitude, on récupère les livres américains qui, en fait, sont partis des États-Unis. Et en fait, c'est pas la même histoire. En fait, ce qu'ils racontent, c'est pas la même chose que ce que vit une société qui part de France et qui doit s'exporter un petit peu partout. Donc là, en ce sens, je pense qu'on a raconté l'histoire de cela, qui est en train d'être vécu par des dizaines de licornes, qu'on voit aujourd'hui éclore. Alors, il se trouve que les fondateurs, les cofondateurs n'ont pas forcément le temps d'écrire un livre parce que nous ça nous a pris 2 ans comme je disais tout à l'heure. Ils le feront après, mais ils sont en train de le vivre. J'espère d'ailleurs que ça leur sera utile aussi de voir les choses qu'on a essayées qui ont marché et les choses qu'on a essayées qui n'ont pas marché. Pour eux, mais c'est vrai qu'il y a cette différence-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu essayé toutes les méthodes pour l'internationalisation. On a fait à la fois essayer de créer une équipe sur place directement, ce qui est très très difficile, mais on a aussi fait un effet d'acquisition, ce qu'on appelle l'acqui-hire, donc l'acquisition, tu vois, recrutement, où du coup tu peux avoir une petite équipe dans un pays qui a lancé le service, et puis du coup tu lui dis on va joindre nos forces et puis on va être plus fort ensemble, et à ce moment-là tu as un patron de pays qui est très très impliqué et qui a envie de développer ça, et il le développe avec les moyens qu'une société justement comme Blablacar International apporte. Puis tu as aussi la solution spin-off où tu as des gens de ton équipe qui ont la culture du pays dans lequel tu veux aller, et donc à ce moment-là ils se déplacent, ils vont dans le pays, ils lancent le service. Il va nous dévoiler tous les secrets du livre. Il y en a beaucoup en plus, live. il y a 296 pages. Tu nous rassures. Non, mais c'est vrai qu'il y a 3, tout est bien écrit dans le livre, et en fonction de l'entreprise et de son état, par quoi on peut commencer. Je vous propose qu'on prenne les questions, mais avant ça, oui. Tu vous dirais un dernier chose sur l'international, parce que moi j'avais petite question. J'allais encore dire quelque chose qui était dans le livre. Donc allez, lisez le livre. Je pense que ce qui est assez intéressant et surtout inédit, c'est que Blablacar, c'est pas un copycat.
C'est-à-dire que C'est clair. c'est pas une idée qui vient des États-Unis et Oui. qui a été développée en France. C'est plutôt l'inverse, en fait. Et on en parle d'ailleurs du copycat dans le livre. Mais donc, Blablacar, le concept est né en France et ensuite s'est étendu à l'international. Et nous, c'est ça qu'on trouvait assez intéressant. Donc, est-ce qu'il sera traduit en anglais pour que justement les Américains apprennent un peu des petits Frenchies? C'est dans la roadmap. Ouais, On a c'est la beaucoup de roadmap, demandes. c'est vrai que On a beaucoup de demandes, on ça a déjà n'arrête des pas. demandes, mais c'est vrai que là, En chinois, on s'est pas attelé encore. Super, en tout cas bravo, c'est vraiment un outil très précieux pour l'écosystème, merci. Je crois que ça vous a pris plus de 2 ans. Frédéric, c'est un peu une énorme partie de ta vie que tu nous livres là. Donc merci beaucoup. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire aussi dans ce livre, c'est qu'il y a Thomas Pesquet qui signe la préface. Ouais, Qui est, Préface de l'espace. Préface de l'espace. En plus, il l'a écrite là-haut. Incroyable. Pourquoi Thomas Qu'est-ce qui... Thomas, il fait rêver. Ouais. Il se trouve aussi que j'ai la chance de le connaître par ailleurs, c'est un ami, et donc du coup, il y a un parallèle, en fait, on se rend compte, entre une mission spatiale et une mission entrepreneuriale. Pourquoi ? Parce que ça prend tout, en fait, ça prend tout notre être pendant une dizaine d'années, avec un but, c'est de faire marcher cette chose-là. Alors ça peut être aller voir les étoiles de plus près, ça peut être aussi justement étendre un service le plus largement possible sur la planète. Et donc il y a une notion de mission totale, complète. De dévouement, quoi. De dévouement, puis d'objectifs qu'on ne lâche pas. Et qui fait qu'on va mettre à disposition toutes ces facultés mentales et physiques pour faire aboutir cette mission-là. On va être une sorte de missionnaire aussi, à essayer de convaincre tous les gens qu'on croise sur notre route que en fait, cette chose-là est géniale et doit exister, et donc on va pouvoir aller le construire ensemble. Donc il y a ce côté mission parallèle entre une mission spatiale et une mission entrepreneuriale. Et donc on a mis la préface, enfin on a eu la chance d'avoir Thomas Pesquet qui était enthousiaste à l'idée de préfacer cet ouvrage-là pour justement nous aider à tous à aller plus loin et à arriver encore plus fort. C'est toujours un sujet d'étoiles, des étoiles dans les yeux. Moi, Frédéric, je le connais, il a toujours les mêmes étoiles, année après année. Donc et notamment au moment de la sortie de ce livre. Alors, une petite question pour vous, Benoît et Laure-Claire. Quelle est l'anecdote de Blablacar qui vous a le plus surpris finalement ? Il y a la rencontre avec Frédéric. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné Donc là, on prend vos questions en live. C'est les questions live. C'est les questions live. Les questions live. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes dans le livre. Moi, j'ai bien aimé le pitching avec le chat. Moi aussi. Carbone, Qui s'appelle, et en plus Carbone. Alors, le chat de connaît Fred. la mission ultime de Blablacar. Le chat de Fred s'appelle Carbone, et je crois qu'il a écouté la pitch plusieurs fois. Ouais, très patiemment. Ouais. C'est un des seuls qui me critiquait pas beaucoup. On ne comprend pas qu'il faut nous raconter, parce que c'est quoi cette anecdote? Non, mais c'est juste que au début, on est quand même un peu seul, donc voilà, faut trouver des gens qui acceptent d'entendre le pitch. C'est pas toujours facile. Non. Voilà, alors que le chat, bon, il est un petit peu là, il est un petit peu coincé, puis en plus il a faim, donc il se dit bon je vais l'écouter. Ouais, je vais être sympa. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un être vivant qui ne juge pas immédiatement ton idée comme étant nulle. Et donc toi, tu pitchais à ton chat avant. Tu t'entraînes. Tu t'entraînes. C'est un bon tip, qu'il faut. Il a essayé de coder aussi parfois le chat, parce que les chats adorent se mettre, enfin pour ceux qui ont des chats ils le savent, mais ils adorent se mettre sur le clavier de l'ordinateur. D'où les bugs du début de Blablacar. C'est un petit peu chaud, et puis voilà, ils aiment bien se mettre tout près, ils se disent c'est là qu'il y a de la tension, parce que je vois bien qu'il est sur son ordinateur à taper très fort, et donc il se dit je vais aller là, comme ça je vais avoir son attention, puis en plus c'est chaud. Bref, donc non mais voilà, il y a toute une histoire avec le chat. Il y a une vraie relation avec Carbone. Oui, et Carbone, je l'avais appelé Carbone justement parce que je m'étais dit c'est justement un point d'attention pour réduire l'empreinte carbone. Incroyable. De bout en bout. Combien de temps pour l'écriture du livre? Parce que moi je dis 2 ans, mais je crois que c'est ce que j'ai lu. Mais... Oui, non, c'est ça. C'est une année de réflexion, vraiment. Enfin, il y a une année de. Il y a tout le temps de rassembler les anecdotes aussi, parce qu'en fait, mine de rien, on peut pas juste se mettre derrière son bureau. On des cafés avec Fred pour ça. Ouais, voilà. On a pris là, au Blabla Café et ailleurs. Et après en visio aussi. On avait commencé à écrire au départ, mais en fait, on s'est aperçu que ce qu'on écrivait, c'était tellement dense et riche. Qu'en fait c'était difficile à lire. Donc on s'est dit, donc après cette période justement où on a rassemblé toutes nos idées, c'est comment on peut les présenter. Et donc ça nous a pris un petit peu de temps aussi pour savoir comment on allait structurer. On a un format qui est très inhabituel pour ça d'ailleurs, parce que du coup c'est pour ça qu'il y a 3 dimensions. La dimension récit très facile, agréable à lire, sous forme de dialogue, dans lequel on rentre
très simplement. Il y a la partie histoire parallèle, qui est une sorte de culture G de tout l'écosystème, de tout un tas d'autres sociétés et des problématiques qu'elles ont abordées. Et puis après, il y a les fiches méthodes pour vraiment avoir des checklists sur toutes les problématiques entrepreneuriales. Et donc c'est ça, ce format-là, ça nous a pris pas mal de temps, mais je pense qu'au final, justement, on a un livre qui est à la fois agréable et utile. Il y a Julien qui demande comment réussir à rencontrer Fred. Apparemment, il sera à la FNAC samedi 15 janvier. Donc, allez rencontrer... C'est pas la FNAC, c'est chez Erol. Chez Erol, Boulevard Saint-Germain. Non, parce que, pardon, après, il dit qu'il va courir à la FNAC acheter le livre. Ah oui. Mais il peut venir, donc, pardon, chez Erol. Et donc, c'est quoi l'adresse chez Erol? C'est Boulevard Saint-Germain, Erol, la grande Vous librairie tapez Erol. sur une plateforme digitale. 55 Boulevard Saint-Germain, librairie Erol. Ce sera à partir de 16h, samedi 15 janvier. Génial. Et puis Zoé qui demande quel est le conseil que vous donneriez à une jeune ou à un jeune entrepreneur qui se lance, ou alors la fiche méthode sur laquelle il doit se ruer pour démarrer, quoi. En fait, les fiches méthodes, déjà, on les a classées par degré de maturité du projet. Ça. Il y a démarrer, penser, grandir. Voilà, il y a penser d'abord, ensuite il y a créer, ensuite il y a grandir et ensuite il y a durer. Donc effectivement, les fiches méthodes sont prises dans l'ordre un peu chronologique pour le coup de création d'un projet. Donc il y a déjà ça. Après, les conseils, c'est de bien s'entourer, de s'habituer à parler de son projet et à écouter vraiment de la manière la plus attentive les retours que toutes les personnes peuvent nous faire autour, parce que le but d'une idée entrepreneuriale, c'est qu'elle fonctionne dans le monde qui nous entoure. Donc il faut bien qu'elle soit acceptée, acceptable par toutes les personnes autour. Et donc en fait, il faut écouter les retours pour qu'elle soit compatible. Voilà. Et puis ensuite voilà, je pense qu'il faut avoir la passion pour son service ou son produit, pour la qualité de son produit, parce que voilà, ça va être tellement long et tellement quand même difficile et beaucoup de travail que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, il y a des moments, je pense qu'on peut être un peu découragé. Donc c'est les deux choses, bien s'entourer et aimer son produit. Voilà. C'est important ça. Et sur les fiches d'ailleurs, on peut aller sur le site du livre, il y a des fiches en téléchargement. Ah oui, il y a des fiches gratuites en téléchargement sur Mission Blablacar. Voilà. Sympa. Donc missionblablacar.com. Voilà. On est à fond on a fait dans la transmission. Une question pour Laure-Claire et Benoît. Quel est votre avis sur la capacité à être rentable pour les plateformes? Donc là, l'exemple qui est cité, c'est Amazon qui fait du chiffre grâce à AWS, mais moins avec la marketplace. Je suis pas sûr que ça soit avéré, mais... C'est une question très importante. Le paradoxe, c'est que les plateformes marchent, mais quand elles sont très, très établies, donc quand elles ont déjà grandi et qu'elles bénéficient de ce qu'on appelle les effets de réseau. Donc quand il y a beaucoup de gens sur la plateforme, on l'explique dans le livre, d'ailleurs Fred utilise l'analogie des grains de sable. Il faut envoyer des grains de sable de deux côtés pour que l'offre et la demande se rencontrent. Et donc il faut, si on a 2-3 personnes, si on est sur une plateforme, un site de rencontre où on est le seul sur la plateforme, c'est pas très drôle, hein, c'est compliqué. Il y a Carbone dans le coin. Voilà, il y a Carbone dans le coin qui peut commenter, mais c'est pas très agréable. Donc il faut qu'il y ait une masse critique de gens sur les plateformes pour que ça fonctionne. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le modèle est démontré quelque part, donc on va dire Uber a démontré que le modèle fonctionnait à San Francisco, les plateformes arrivent à réinvestir et lever des fonds pour investir dans l'international, dans la croissance. Et pendant cette phase de croissance, les plateformes génèrent en fait très peu de profit, parce que c'est du réinvestissement tout le temps. Et donc il y a cette tension qu'il faut gérer. À un moment donné, comme le dit Fred, il faut aussi avoir un modèle d'affaires qui peut devenir profitable. Oui, mais, parce que croissance ne veut pas dire non-rentabilité. Hein. Voilà. L'idée, c'est d'atteindre une rentabilité et puis après d'aller se développer. C'est ça. Mais dans le cadre d'Amazon, je pense que beaucoup de l'argent est réinvesti, donc c'est un petit peu un choix de ne pas forcément faire autant de profit que ça. C'est parce qu'on est en réinvestissement pour la croissance. Très clair, merci beaucoup. Et donc ça va sur l'autre question de Lancelot qui crée un concurrent, Frédéric. Il a créé une entreprise dans le covoiturage et il te demande comment tu as fait au début pour qu'il y ait du monde sur la plateforme et que les gens restent. C'est dans le livre ou on peut donner quelques petites... De toute manière, il y a toujours le côté de parler au maximum de son service. Si on peut réussir à avoir des médias qui s'intéressent, parce que les médias, c'est quand ça fonctionne, c'est des gens qui vont parler gratuitement du service, donc ça le fait connaître. Faut réfléchir aussi au nom, évidemment, pour que les gens s'en souviennent. Faut évidemment avoir un produit qui marche le mieux possible. Donc, en fait, surtout, je pense que quand on arrive à côté, justement, d'acteurs qui peuvent être déjà établis, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, le covoiturage,
enfin, ça y est, ça fait 15 ans qu'on y est, on l'a fait, on le fait bien, je pense, enfin j'espère, on fait tout pour. Mais donc du coup, ça veut dire qu'il faut arriver avec un angle différent, il faut proposer autre chose. Proposer juste la même chose, ça risque on risque de se retrouver en concurrence trop frontale avec forcément une différence de taille, une différence de force, une différence de portée. Et donc ça risque d'être effectivement très très difficile. Donc il faut arriver en proposant quelque chose de différent. Donc voilà, je fais appel à la créativité de Lancelot. Et il y a une autre question de Guillaume qui est pour toi, Frédéric, quel est ton secret pour pas avoir pris la grosse tête? C'est vrai que tu as eu un succès assez pas fulgurant, parce que c'est vrai que tu as quand même marche après marche un peu plus aussi savouré à chacune des étapes, mais c'est vrai que maintenant tu es quelqu'un de reconnu et que les gens ont envie de rencontrer. Est-ce que, moi qui te connais bien, je sais que tu sais garder les pieds sur terre. C'est quoi ton secret? Non, mais je pense que, alors déjà, je suis loin d'être le seul. Il y en a plein des gens qui réussissent très très bien et qui gardent carrément les pieds sur terre. D'ailleurs, je pense d'ailleurs à Thomas Pesquet, il est assez impressionnant pour ça. C'est-à-dire que Thomas, Simplicité aussi. Ça peut être ton copain. Enfin, je veux dire, il est normal et c'est pas. Alors lui, en plus, pour le coup, il est quand même allé. Il s'est mis sur 400 tonnes d'explosifs pour monter dans l'ISS, tourner à 28 000 km/h autour de la Terre. C'est quand même autre chose. Donc je pense que la recette, c'est simplement, moi j'ai tous mes amis, j'ai gardé tout le temps tous mes amis, j'ai des amis qui me connaissent depuis 25 ans, qui sont toujours mes amis tout le temps, avec qui on rigole de la même manière et on fait on se ménage pas. Et on est naturel. Pour eux, je suis Fred. J'ai toujours été Fred. Fred avant, Fred après, c'est le même. Je pense que déjà ça joue beaucoup. Ma famille aussi. Toutes mes relations. En fait, j'ai rien perdu de tout ce tissu-là. Je me suis arrangé aussi, malgré la quantité de travail et l'implication que demandait la construction de Blablacar, pour avoir toujours mes relations avec tout le monde. En fait, peut-être que tu peux en parler aussi. J'adore l'humain, moi, en fait. C'est beaucoup de travail. Ah oui. Donc il y a un moment, c'est pas non plus mal il y a un moment, tu peux peut-être avoir moins d'amis, mais c'est pas forcément très grave. Alors ça peut être dur, ouais, parce ça peut être dur, mais je veux dire, il y a un moment, on peut pas non plus tout faire. Il faut choisir, quoi. J'imagine qu'il y a eu des moments où tu devais choisir entre un bon dîner avec des copains et une nocturne. Il y a plein de fois où j'arrivais au dessert, quoi. Mais je venais quand même. Au dessert au moins, voilà. De toute façon, j'aime bien les desserts, donc c'est pas grave. Mais non, mais c'est vrai que oui, il y a les agendas qui se télescopent, les agendas pro et perso. En tout cas, il y a des super commentaires sur le fait que c'est une fierté d'avoir des entrepreneurs comme toi. Ça inspire. Merci pour ça, parce que moi, je sais le travail que ça nécessite en plus de Blablacar et de tout ça, et donc c'est sympa de le reconnaître. Et puis peut-être ton meilleur moment, je sais pas si c'est facile à décrire, mais dans la mission Blablacar, il y en a plein. Il y a des moments d'équipe. Il y a un truc très fort, parce que dans le livre c'est expliqué. Il y a même les emails que Frédéric envoie à son équipe. Ça, moi j'adore les petits emails comme ça aussi. Mais est-ce qu'il y a un moment vraiment marquant où peut-être tu te dis peut-être tu penses... Si, non, il y a alors j'ai plein de moments tous ensemble longue, en équipe sur la construction qui sont fabuleux. Des moments, c'est de la chaleur humaine, tout simplement. Et puis il y a un moment un petit peu où on se dit tiens, on vient de franchir un cap, on vient de franchir un palier. Je me souviens très bien d'être place des Abbesses à prendre un café en terrasse et à voir 2 personnes arriver sur la table d'à côté qui rejoignaient 2 amis. Et ces 2 personnes-là arrivaient directement de Bruxelles. Ils étaient venus en covoiturage. Tu parles de ton produit alors que tu les connais pas. Voilà. Ils s'assoient à la table d'à côté. Et là, ils sortent leur téléphone et ils montrent. Ils disent j'ai découvert une app, c'est incroyable. Tac. Et là, il fait la démo de ton produit. Il montre les écrans sur lesquels tu as passé tes nuits, à faire les petites icônes et tout ça. Ouais. Et il fait la pub du produit mieux que toi, quoi. Et là, toi, tu es là. Tu dis je prends mon café, je dis rien. Tu fais quoi? Tu veux pas venir bosser pour nous, ça, on fait là, des bons tu cafés. Te dis là, ça veut dire que ça y est, le service, il est vraiment utile. Même si tu le vois dans les chiffres, parce que tu vois les gens qui s'inscrivent et tout ça. Mais quand ça arrive dans la vraie vie, ça te télescope comme ça à un moment où tu t'y attends pas. Ça fait quand même un effet incroyable. Et justement, il y a une autre question. On a encore 2 minutes ensemble, donc allez-y si vous avez encore des questions. Mais les fameux 100 premiers utilisateurs, comment après, vous pourrez peut-être nous dire s'il y a des... c'est des gens qui sont très curieux. Généralement, ils sont venus, ils ont découvert, ils ont vu une porte ouverte et ils sont rentrés.
Après, parmi ceux-là, il y en a qui peuvent devenir complètement accros, fans. Voilà. Comment on Et comme les appelle d'ailleurs les premiers utilisateurs? early adopters. Les early adopters. Voilà, il faudrait trouver un mot en français pour ça. D'ailleurs, c'est pareil Ouais. pour le mot scaler, je propose dans le livre, parce que scaler, tu sais, c'est C'est le mot qu'on... passé à l'échelle, c'est pas très... Bah oui, Échelé. moi, je propose échelé. Échelé. Ouais. Pas mal, on aime Ouais. bien. Mais je te dis, si Il va falloir nous... le rentrer dans le vocabulaire. Voilà, mais si c'est pas nous qui l'inventons, c'est les Québécois qui vont le faire. Je te garantis. Ah oui, alors là on prend un petit risque. C'est sûr. Donc, je Et pense donc, qu'ils... Voilà. Mais ils sont quand même très créatifs aussi. Donc Oui, pourquoi on bah, peut et pas puis les ils défendent le laisser tenter. français, et Ouais, voilà, et c'est parfait. Mais c'est vrai qu'en français, on n'a pas de mot pour scaler, passer à l'échelle, donc je propose écheler. Bref, mais donc... voilà, c'est tout un ensemble de petits bonheurs sur la route qui font qu'on arrive à... On tient pendant 15 ans aussi. Ouais, Ouais. ouais. Enfin là aujourd'hui, et c'est organisé très très bien, j'ai envie de dire, Blablacar Oui, tu roule. as su transmettre aussi, et avoir des gens, Ça roule, des voilà, talents puis qui c'est gèrent Nicolas qui gère l'équipe, toute l'activité bien sûr. aujourd'hui en Ouais. tant que CEO, qui gère toute la société, tout l'opérationnel tous les jours. Donc c'est vrai que moi je suis très en retrait par rapport à ça, et je vois que Blablacar roule, et je suis très heureux. Blablacar roule, c'est pas mal comme conclusion. Est-ce que vous avez envie de nous dire un mot de conclusion tous les trois? C'est le tout début, là, puisqu'on a réservé le live à la communauté de Frédéric. Dans quel état d'esprit vous êtes? Non, super. Il y a un moment dans le livre, ça, c'est une anecdote, mais elle m'avait beaucoup parlé quand on avait discuté ici d'ailleurs. C'est le moment où on réalise que c'est un vrai réseau de transport, et il y a quelqu'un qui a une greffe d'organes, qui t'envoie un texte et qui dit Sa cousine. merci Blablacar, parce que grâce à vous j'ai pu avoir cette C'est cette intervention. l'organe qui est arrivé des États-Unis, qui s'est ça. posé à Roissy et qui ensuite a fait Roissy jusqu'à, je crois que c'est Poitiers, CHU de Poitiers, C'est ça. en covoiturage, parce que c'était le plus rapide. Et que là, du coup, il est arrivé à temps pour être greffé. Et c'est vrai que... C'est fort Et aussi. ça. c'est là qu'on se rend compte que c'est au-delà de juste une société ou une app, on a vraiment quelque chose qui sauve des vies dans ce cas-là. Ouais, qui Donc, sert. et qui sert vraiment. Donc, Puis c'est communautaire. Tu vois, en plus, c'est Ouais. la force de nous tous, tous ensemble, quand on partage nos trajets, qui crée ce service-là. Enfin, c'est fabuleux. Peut-être qu'on peut finir sur l'aspect que tu décrivais, Laure Claire, c'est aussi quand même bon pour la planète. Donc il y a cet aspect-là, aussi un impact environnemental fort, et on a des gros enjeux sur le climat dans les années à venir, et on attend les entrepreneurs, les start-upers qui s'attaquent à ces missions-là. On en voit déjà beaucoup. Tu peux nous rappeler combien de tonnes de carbone? Alors, c'est 1 600 000 tonnes de CO2. Alors là, on ne parle pas du économisées. chat, pour ceux qui ont suivi. Non, Carbone ne fait pas plusieurs tonnes. Elle passe une retraite bien méritée en Vendée. Carbone, c'est une femelle. Le chat, pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi, quand on dit carbone, on parle du chat et des tonnes de carbone économisées grâce à Blablacar. Donc c'est 1 600 000 tonnes de CO2 économisées grâce à Blablacar, tout simplement avec une idée bête comme chou. Enfin, on met plusieurs personnes par voiture. C'est-à-dire qu'il vaut mieux 2 personnes par voiture que 2 voitures par personne. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre l'équation. C'est papa, pourquoi les voitures sont vides? Ah oui, pourquoi les trains sont pleins, les voitures sont vides. Mais en fait, donc voilà, on économise par construction du CO2 parce qu'on arrive à mettre plus de personnes par voiture que juste une. Et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'impact by design. C'est-à-dire qu'on construit un produit pour justement aller améliorer une inefficacité physique, ou bien pour aller contrer les effets néfastes de tel ou tel surdéveloppement ou surconsommation. Et c'est tout ce Et qu'on Back souhaite Market pour en est cette, une illustration énorme- incroyable énorme aujourd'hui, illustration. évidemment. Ouais. Et c'est tout ce qu'on souhaite à notre écosystème, et qu'on ait des entrepreneurs Exactement. ambitieux. Exactement, on souhaite justement inspirer toute une génération de nouveaux entrepreneurs. Et d'ailleurs, quand on a commencé l'écriture de ce livre, ce qu'on a essayé de faire avec Frédéric et Benoît, c'est en fait d'écrire le livre qu'on aurait aimé Avoir. lire quand on a commencé Ouais. nos carrières professionnelles Ça aurait été respectives. plus facile de commencer avec Voilà. ça. Ouais, c'est vrai qu'on aurait évité des... Ça aurait été plus facile, mais peut-être moins marrant. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Non, mais c'est vrai, quand tu expérimentes, que tu essayes, Non, ça mais il marche y en a pas, toujours, hein. bon. Même quand Oui, il y a il en reste, ouais. il restera des petites erreurs de parcours, et voilà. Merci à vous trois, bravo pour ce livre. Allez l'acheter dans toutes les bonnes librairies. Rendez-vous chez Erol pour ceux qui sont à Paris. Et puis, on souhaite beaucoup de succès pour ce livre, beaucoup d'étincelles entrepreneuriales, pour tous les collaborateurs aussi dans des startups, dans des groupes. Il y a plein de recettes et d'outils. Donc, courez le lire. Merci Agathe. Merci, Merci Agathe. beaucoup. Merci Au à revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Merci.